Bonjour José Boutaric. Bonjour, G. Alors on est au mois de mai 2021, c'est en fait le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Et vous avez écrit un livre qui est Les Grenadiers du Quercy et qui relate notamment les campagnes d'Italie de Napoléon, avec Murat dedans qui a un rôle important parce qu'il était devenu roi de Naples. Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors, le héros de mon livre, mais je ne veux pas faire la publicité spécialement, parce que le héros bon, s'était engagé, avait fait les guerres de la République, et ensuite, après être passé en Allemagne, en Suisse, il avait fait de très belles campagnes, il a été affecté à l'armée d'observation du Midi, qui était une armée d'observation consistait justement à surveiller le Midi de l'Italie, bien sûr, et à veiller au grain parce que l'Italie du Sud était en proie il y avait beaucoup de brigandage, c'était pas un pays, comment dire, comme l'Italie du Nord, comme c'est toujours d'ailleurs, mais à un moindre degré. Et alors, on va passer sur les différentes péripéties. Vous savez que Napoléon avait été envoyé en Italie en 96, 90, 97 pour la fameuse grande campagne. Et en fait, le directoire l'avait envoyé en Italie parce que il commençait à être connu. Il avait joué un très beau rôle à Toulon. Il est connu, ils ont dit, alors, on va l'envoyer en Italie, comme ça, c'est un terrain secondaire, il va enquiquiner un peu les Autrichiens, et puis il ne sera pas à Paris, il ne va pas grenouiller. Bon, et puis il se trouve que Napoléon a fait une campagne absolument merveilleuse, puis en plus, il savait se faire mousser, il savait le présenter. Et donc, la France a vraiment pris pied en Italie. La deuxième chose aussi, c'est que l'Italie était très intéressante. Il ne faut pas oublier que Napoléon avait des vues aussi sur l'Orient, le Moyen-Orient. Et ensuite, il fera la campagne d'Égypte. Et le but de Napoléon, au départ, c'était pas de de conquérir toute l'Europe, mais je disais, je pourrais très bien me tailler une belle place en Égypte. Or, pour aller en Égypte à partir de la France, bon, évidemment, il fallait passer par la Méditerranée occidentale, et là, il y avait les Anglais. Bon, je vais m'efforcer de ne pas dire de mal des Anglais à cette époque. Non, bien sûr, on s'entend très bien. Mais à l'époque, il y avait beaucoup à dire, depuis la guerre de 100 ans. Bon. Et en faisant la conquête de l'Italie, il s'assurait une route sûre pour aller, donc, de la France, de Besançonnet d'ailleurs, jusqu'à Brindisi, s'embarquer, et là, il risquait moins d'être enquiquiné par les Anglais. Donc, première campagne d'Italie, et puis alors ensuite, on va passer sur les coalitions qui ont eu lieu. Donc, il y a eu les autres campagnes d'Italie, et l'Italie, les Français ont toujours été des grands admirateurs de l'Italie. L'Italie, et puis à juste titre, c'est le pays des arts et de la culture, enfin, la tradition. Donc Napoléon, qui était quand même un homme extrêmement cultivé, évidemment, aimait beaucoup l'Italie. La réunion de l'Italie et de la France, pour lui, c'est devenu quand même un objectif important. Alors, pour en venir, donc il fallait différencier le nord de l'Italie, qui était sous la botte autrichienne, et une botte que n'appréciaient pas beaucoup les Italiens d'ailleurs. Les Autrichiens ont laissé d'ailleurs dans les villes, Turin, c'est un peu trop, à mon humble avis, c'est un peu trop autrichien, puis toute la Lombardie. Bon. Et puis le sud de l'Italie, qui était complètement différent. Pourtant, c'était l'héritier de la Grande Grèce, mais c'était un ensemble de petites régions sous la domination du roi de Naples et de Sicile. Alors, on ne va pas passer sur l'historique du royaume de Naples et de Sicile, des rois d'Anjou, etc. Là, on va quand même arriver rapidement, donc à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Et déjà, les Français avaient réussi la conquête de Naples
en 1799. Et le roi de Naples, qui était Ferdinand, Ferdinand d'Aragon, qui est d'origine espagnole, d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'était pas italien, et qui avait épousé la reine Marie-Caroline, qui était la sœur de la reine Marie-Antoinette. Et donc c'était une monarchie pas très très sympathique. C'était Marie-Caroline d'ailleurs qui portait la culotte. Lui c'était un brave type d'ailleurs, Ferdinand, mais c'était pas un type cruel, tandis que Marie-Caroline, et puis alors, elle haïssait les Français, puisque c'était la sœur de Marie-Antoinette. Bon, ça, il faut bien reconnaître que on peut pas trop rien dire. Toujours est-il que il y a tous les intellectuels, qu'on dirait de nos jours, pas gauchistes, mais enfin, les intellectuels italiens de Naples voulaient virer le roi Ferdinand, faire comme la France, qui avait réussi à éliminer une royauté extrêmement puissante. Alors, bon, avec la désarmée française, effectivement, Naples a été conquise et a été créée la République parthénopéenne. Parthénopéenne parce que la nymphe, la sirène Parthénope, qui était amoureuse d'Ulysse, aurait bien voulu qu'Ulysse lui fasse attention à elle, mais Ulysse, qui avait été prévenu de danger des sirènes, s'était fait attacher à son mât, et les marins avaient continué à ramer, et Parthénope s'était foutu à l'eau pour se noyer. Alors comme je remarque, pour une sirène, se suicider en se noyant, c'était quand même assez bizarre. Bref, il n'empêche qu'elle nageait bien, puisqu'elle a parcouru plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, et elle est venue, tout essoufflée, dans la baie de Naples. On aurait pu choisir pire d'ailleurs, c'était pas mal. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la cité parthénopéenne. Et Parthénope en plus était, comment dire, une nymphe, enfin une déesse du chant aussi. Et d'ailleurs le théâtre de San Carlo à Naples en est le digne successeur. Et de la virginité aussi. Enfin, je pense que la virginité, je serais moins garant à Naples. Je ne suis pas allé l'y voir. Voilà. Donc, cette république parthénopéenne a été très bien, et ça n'a malheureusement pas duré longtemps, parce que le roi de Naples et de Sicile a fait alliance avec l'Angleterre, encore eux, toujours eux d'ailleurs, et le royaume de Naples a été reconquis par le roi Ferdinand et la reine Caroline, qui ont, alors après avoir promis l'amnistie d'ailleurs on ne peut pas les qualifier de révolutionnaires, mais enfin aux républicains, disons, les ont massacrés. Bon. Donc le royaume, Ferdinand et Caroline reprennent le royaume de Sicile. Et puis sur quoi, bon, il y a eu des événements, le passage du Mincio, enfin des batailles entre l'armée française et l'armée autrichienne. Deuxième épisode, le roi Ferdinand et la reine Caroline sont obligés d'aller se réfugier en Sicile. Et à ce moment-là, Napoléon, donc, a offert le royaume, enfin, il a proposé à son frère aîné, Joseph, il lui a proposé d'être roi de Naples. Et Joseph, il a donc été très content, il a pris le royaume de Naples. Et c'était un type qui a été assez décrié, Joseph. C'était pas un militaire, c'était pas un stratège, mais c'est un homme extrêmement... C'était le frère aîné de Le frère aîné, c'était vraiment l'aîné. Hein. Et alors, évidemment, Paul l'aîné, bon, il s'entendait bien, mais enfin, on sait dans les fratries que des fois on se bouffe un peu le nez, mais il n'avait pas du tout le même tempérament que Napoléon. Et c'était un homme très cultivé et très libéral, car donc, il a pris le royaume de Naples en 1806, je crois, et il a tout de suite commencé à faire des réformes pour en faire une monarchie constitutionnelle. Et il a élaboré une constitution qui a été prête au bout de 2 ans, et pour donner au régime une monarchie, mais avec beaucoup de... très libérale. En plus de ça, il est très cultivé,
C'est là où on a commencé les fouilles de Pompéi, à remettre en honneur l'Antiquité gréco-latine. Et puis alors sur quoi au bout de donc en 1808, Napoléon a voulu faire la conquête de l'Espagne et il a fait venir son frère à Biarritz. C'est là d'ailleurs où Joseph a publié, si on peut dire, la constitution napolitaine de Biarritz. Et Napoléon a proposé au grand-duc de Berg, à savoir Murat, Joachim, il m'a dit, voilà, tu choisis entre, si tu veux quelque chose d'encore plus beau que le duché de Berg, ou le Portugal, ou le royaume de Naples. Et Murat, évidemment, a préféré le royaume de Naples. Et donc Murat a succédé à Joseph. Et puis là ensuite, bon, c'est allé beaucoup moins bien. En 1814, Murat a voulu conserver son royaume, il a déclaré la guerre à l'Autriche, ce qui a mis diplomatiquement Napoléon dans une mauvaise posture, et Napoléon n'a pas voulu, en 1815, que Murat vienne à nouveau en France pour les grosses erreurs qu'il a reconnues, Napoléon d'ailleurs, quand il a écrit son mémorial à Sainte-Hélène. Il a dit, s'il y avait eu Murat, il aurait balancé une force de Wellington et il aurait gagné Waterloo, ça, à tous les coups. Bon ben merci pour ce résumé des campagnes napoléoniennes et notamment comment est-ce que Murat est arrivé en Italie. Et un petit mot sur Murat en Italie, comment ça s'est passé par la suite? Eh bien, Murat, qui est un homme très sympathique, un peu tout fou, alors toujours accusé d'être tout fou, passionné, il avait toujours des uniformes rutilants. D'ailleurs, Napoléon lui disait de quitter cet uniforme de cirque, parce qu'il était toujours avec des uniformes chamarrés, pleins de dorures, etc. Un type d'un courage absolument extraordinaire, un sens militaire remarquable, un cavalier de premier ordre. Mais Murat était aussi un homme qui s'est très cultivé. Au départ, d'ailleurs, quand il était jeune, M. Murat était du Lot. Alors, c'est pour ça, c'est mon compatriote. Je suis très fier d'être des environs de Murat. Et Murat avait été envoyé en pension à Cahors. Il devait être curé, enfin, il devait rentrer dans les ordres. Seulement, ça se passait pas très bien parce qu'il s'est pas mal bagarré avec ses copains. Et on voit très difficilement Murat avec la soutane. La soutane, d'ailleurs, on peut souvent enlever la soutane par la suite. Et c'était un grand coureur de jupons. Alors, quand Murat a fait la connaissance de Caroline Bonaparte, justement en Italie, à Florence. Ah, elle, c'était la sœur cadette. C'était la dernière, la petite dernière. En fait, derrière elle, il y a encore Jérôme. Mais c'était la petite dernière, la préférée de Napoléon. Et alors, à 14 ans, elle est devenue amoureuse folle de Murat. Et alors, Napoléon, lui, il commençait à viser plus haut pour ses sœurs et ses frères. Il n'était pas content du tout. Mais finalement, la petite Caroline, elle n'a jamais cédé et elle a épousé Murat. Bon, alors évidemment, il faut savoir qu'il n'a pas été toujours un époux irréprochable. Enfin, il lui a fait quand même quatre enfants. Et puis, Murat ensuite a été fusillé. Mais c'est un très très grand bonhomme. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je suis très admirateur quand même de Napoléon parce qu'on lui doit beaucoup de choses. Mais Murat était un grand bonhomme. Et alors, c'était lui aussi, il a pris la succession de Joseph et également dans un sens libéral. Et alors, il faut voir qu'en plus de ça, en Italie du Sud, il fallait assurer de la pacification. Parce qu'il y avait, alors, les opposants, évidemment, les partisans du roi Ferdinand et de la reine Caroline, qui, avec l'aide des Anglais, débarquaient un peu partout, dans toutes les côtes du Sud, pour ficher la pagaille, pour essayer de récupérer Naples. Puis c'était quand même pas loin, hein, la Sicile, les détroit de Messine, ils avaient d'ailleurs repris Reggio, etc. Il y avait les brigands. Alors là, les brigands, ça faisait un beau moment. D'ailleurs, il y en avait plein dans les Abruzzes, il y en avait toujours eu. Les brigands du coin, et qu'on appelait les comiti. Et puis, il y avait aussi les massas, qui étaient d'un peu de tous les milieux
de l'Italie du Sud, qui avait beaucoup d'ailleurs d'anciens des possédants, il y avait de grandes propriétés, beaucoup de latifondières, et qui partaient en Sicile, où on leur apprenait le métier des armes, la stratégie, et ensuite les Anglais les redébarquaient, et donc alors ça faisait des foyers d'insurrection un peu partout. Alors, évidemment, dans l'Italie du Sud, il n'y a jamais eu de bataille rangée, comme il n'y a jamais eu Iéna, Wagram, Austerlitz. Non, c'était des combats d'embuscade, et alors des atrocités commises des deux côtés. Hein. Et alors, on sait que Napoléon est mort le 5 mai 1821, mais alors Murat, pourquoi est-ce qu'il a été fusillé? Et alors, Murat, en Italie, était fusillé. Hein. Il était fusillé en Italie. C'est assez curieux. Enfin, il était fusillé, mais là, on rentrerait dans des discussions qui n'ont peut-être pas trop lieu d'être. Murat, en 1814, aux 100 jours, avait proposé à Napoléon tout de suite de revenir avec lui pour se battre avec lui. On sentait bien que l'Europe allait recommencer. Bon. Seulement, il avait, pour défendre son royaume, il avait déclaré la guerre à l'Autriche. Les Autrichiens ont cru que Murat déclarait la guerre sur ordre de Napoléon. C'est-à-dire que Napoléon, qui disait non, non, je reviens, c'est la paix, je ne ferai plus de guerre, etc., ils ne l'ont pas cru. Et ça, Napoléon était furieux parce que diplomatiquement, ça a beaucoup desservi. Et comme depuis déjà plusieurs années, il ne s'entendait pas avec Murat, mais Napoléon lui écrivait des lettres, Murat était tellement admirateur de Napoléon qu'il ne se mettait pas en pétard, mais Napoléon lui disait que ce royaume, c'est pas moi qui le tiens, t'es rien du tout, c'est à ma sœur que je l'ai donné, mais toi, c'est bon. Dans les lettres, on a le courrier de Murat aussi qui est passionnant à lire. Et donc, Napoléon a dit à Murat, reste à Naples, je te bats. Et puis, c'est bien dommage, parce qu'à Waterloo, Murat aurait emporté la victoire, ça serait tenu à un poil, hein, Waterloo. Enfin, il aurait dégagé Wellington, et c'était seulement, voilà, les cavaliers qu'il y avait n'avaient pas sa qualité. Et alors, voilà, Napoléon ensuite à l'île d'Elbe, et Murat avait dû s'enfuir de Naples, parce qu'automatiquement, les coalisés l'avaient viré de Naples. Et il se cachait même en France, il y avait plusieurs cachettes en Provence, de se faire assassiner par les partisans du roi de Sicile, qui se disait bien que si Murat revenait, il serait encore fiché à la porte de son royaume. Et puis, on ne sait pas très bien comment ça s'est goupillé. Il est vraisemblable qu'on a fait croire à Murat qu'il était vraiment adoré en Italie du Sud en général, et en particulier à Naples, que dès qu'il mettrait les pieds à Naples, en tout cas dans le sud de l'Italie, ce serait l'enthousiasme, la révolution, le roi Ferdinand chassé, etc. Et on pense, alors certains historiens pensent que c'était en fait un coup monté. Le brave Murat s'est embarqué avec une poignée de compagnons. Il a débarqué à Pizzo, qui se trouve... Pizzo, c'est vraiment au sud de Naples. Il allait débarquer. Assez curieusement, le bateau qu'il a amené est reparti. Il débarque à Pizzo, une garnison aussitôt est arrivée, les a entourés, ils ont essayé de remonter dans... Alors eux, ils avaient une barque, une grosse barque, ils n'étaient pas assez nombreux pour leur mettre à l'eau, ils ont été faits prisonniers. Murat a été amené donc au château de Pizzo. Je suis allé, je connais bien, hein, j'ai vu les circonstances. Et très vite, on a demandé ce qu'il fallait en faire. Et le roi Ferdinand, et puis, il y a très très vite, ils ont demandé aux Anglais qu'est-ce qu'on en fait. Les Anglais ont dit vous le fusillez, etc. Il était fusillé pratiquement, sans procès, sans rien. Son sort a été réglé en quelques heures, ce qui est absolument honteux. Très bien, merci pour ce petit cours d'histoire napoléonienne et muratienne, comme on dit. Et puis, donc, je rappelle le livre, c'est Grenadier du Quercy, toujours aux éditions Fortas. Merci José Bottary. Merci beaucoup, Jean Sénager.